Adrien Bouquet, en quelques mots, vous revenez sur cette expérience dans le Donbass, vous qui avez assisté à une séance d'entraînement des militaires russes. Alors déjà, je voudrais m'excuser pour le réseau. Je suis sur la ligne de front. Enfin, dans le Donbass, le réseau est très compliqué. Donc voilà, veuillez m'excuser pour les téléspectateurs pour ces coupures. Et oui, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, donc les soldats que vous voyez qui sont en train de s'entraîner actuellement donc à Moscou vont bientôt arriver donc sur les lignes de front avec chacun une spécialité un petit peu différente. Et moi qui suis régulièrement donc que ça soit Soledar, Soledar est la ligne de front on va dire avec Bakhmut. Et effectivement 80% de ces militaires à ce niveau-là sont des militaires de Wagner que je côtoie régulièrement, que je filme régulièrement. Il y a aussi d'autres camps d'entraînement dans le Lugansk, juste à côté, à peu près à 1 heure du Donbass, et aussi du côté donc de Rostov. Donc c'est la première grosse ville côté Russie, on va dire au niveau de la frontière du Donbass, où il y a énormément de camps d'entraînement en plus que Moscou et d'ailleurs et ailleurs. Et effectivement, oui, les soldats ne cessent de s'entraîner. Et là, effectivement, nous avons une guerre qui est assez bien installée actuellement du côté russe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant, ils arrivent à faire des rotations, c'est-à-dire à remplacer les militaires qui sont, par exemple, sur la ligne de front dans les tranchées depuis 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Ils arrivent du coup à les changer, à faire des rotations, à échanger ces militaires pour qu'après ils puissent, ces militaires, donc se reposer et avoir des congés. Et je vous confirme que ces militaires ont, pour la plupart, tous des repos ou des congés, même minimes, mais au moins quelques-uns pour qu'ils puissent souffler un petit peu et se ressourcer. Ce qui n'était pas possible, on va dire, les 6 premiers mois de guerre. Ces rotations étaient tout à fait impossibles. D'une part parce qu'il manquait des moyens matériels et même en hommes. Maintenant, ce n'est absolument plus le cas. C'est-à-dire que les rotations, que ce soit logistique ou d'hommes, matériel, etc., se font régulièrement et correctement, contrairement du côté ukrainien où ils ont énormément de mal, parce que pour preuve, la Russie continue donc d'attaquer les acheminements de l'armement ou même des vivres pour les soldats du côté ukrainien pour stopper justement cette chaîne d'alimentation, que ce soit militaire ou de vie pour ces soldats, pour justement ne pas leur permettre de récupérer ou de changer leurs soldats au niveau de la ligne de front, contrairement à ce que fait la Russie. C'est important ce que je suis en train de vous expliquer parce que cela permet aussi d'avoir une vision éclairée de la ligne de front, notamment de ces soldats, comme je vous le dis, du côté russe, qui sont régulièrement donc échangés ou renouvelés, ce qui permet d'avoir tout le temps sur la ligne de front des soldats en pleine forme, en fait, tout simplement en pleine forme, réveillés, de bonne forme physique, etc. Ce qui permet donc d'avoir des combattants de très très bonne et haute qualité au combat, contrairement à l'Ukraine, qui ont justement, eux, du mal à échanger leurs hommes, à les remplacer. Il y en a, ça fait 6 mois qu'ils sont dans les tranchées parce qu'ils ne peuvent pas les remplacer. Il y en a qui n'ont pas assez de munitions, de nourriture, etc. Donc je vous laisse imaginer les conditions terribles que doivent être du côté de l'Ukraine et les conditions qui se sont installées, on va dire, normalement du côté de la Russie. Et tout ça a un enjeu aussi stratégique. Quand vous avez sur la ligne de front d'un côté des soldats reposés, en forme et aguerris, et de l'autre côté complètement fatigués, malnutris, etc. Effectivement, quand il y a un combat urbain ou un combat rapproché, effectivement, nous pouvons voir souvent que les Russes donc ont le dessus, par exemple sur ces guerres, ce qu'on appelle des guerres de tranchées, qui sont tout simplement exactement les mêmes guerres qu'à Verdun, avec des armes un petit peu différentes et maintenant des drones de haute qualité. Mais je vous confirme, moi-même qui suis allé dans les tranchées régulièrement, d'ailleurs vous verrez dans mes prochains reportages que j'ai été dans ces tranchées, qui est tout simplement Verdun version 2022-2023. C'est clairement ça, les gens ne réalisent pas, mais il y a des tranchées de terre avec plein de boue de plus de 2 à 3 mètres. Les soldats dorment dans la boue. Enfin voilà, c'est Verdun, mais
nouvelle version. Ça, c'est la réalité. Il y avait eu un des reportages de Régis Le Sommier de chez Omerta qui avait notamment montré la réalité hein, de ces tranchées, je vous le confirme. Et je reviens donc à notre sujet initial hein, de cette attaque à Moscou. Je tiens encore à vous signaler, ces drones ne viennent pas d'Ukraine. Ces drones ne sont pas arrivés d'Ukraine. Ces drones ont été décollés, du centre-ville de Moscou. C'est-à-dire que ce sont vraiment seulement des individus qui ont fait décoller ces petits drones modifiés hein, de taille civile. Effectivement, ce sont des drones modifiés avec ce qu'on appelle remplacés et transformés par des drones kamikazes. Hein. C'était tout simplement donc, 2 drones kamikazes bourrés d'explosifs de taille civile qui ont été mis en vol du centre-ville de Moscou. Ils ont volé à moins de 50 mètres, 50 mètres, 60 mètres au plus haut, si vous voulez, et donc ils ne sont jamais arrivés d'Ukraine, ils n'ont jamais franchi les lignes aériennes ukrainiennes. Je serais bien à le préciser parce que tous les Occidentaux sont en train de, excusez-moi du terme, de s'exciter en disant regardez, l'Ukraine a réussi à faire passer ses drones dans les défenses aériennes russes. C'est faux, c'est totalement faux. Ce sont des petits drones civils transformés en drones kamikazes qui ont été décollés du centre-ville de Moscou, je répète, qui ont décollé du centre-ville du Moscou et qui ont parcouru qu'une centaine de mètres pour arriver donc au-dessus du Kremlin. Donc il faut bien comprendre, voilà, que ces drones ont été mis en vol directement à l'intérieur, je sais pas moi, peut-être même d'un appartement, pas forcément d'une rue. Vous savez que vous pouvez faire décoller un drone dans un appartement, il passe par la fenêtre et hop, il décolle. Hein. Vous n'avez pas une obligation d'être justement dans la rue. Donc ils ont fait une centaine de mètres, ces drones n'ont pas dépassé 50-60 mètres de haut. Donc, je vous le reconfirme, ces petits drones civils modifiés en drones kamikazes avec visiblement du matériel américain n'ont jamais franchi les lignes de sécurité antiaérienne russes. C'est totalement faux. Elles sont rentrées directement, elles étaient déjà donc à Moscou. Par contre, quand elles sont arrivées donc au niveau de la zone des toits du Kremlin de Moscou, ce qu'on appelle une défense proche, hein, je vais essayer de faire simple, donc ce sont des mitrailleuses automatisées hein, qui sont postées sur les toits, qui sont faits justement pour abattre des drones, des hélicoptères ou tout ce qui pourrait approcher le toit, qui pourrait être un danger pour le Kremlin. Hein, c'est ce qu'on appelle donc ce n'est même pas une défense aérienne, c'est une défense, on va dire à courte portée, qu'on peut aussi appliquer sur un, sur un parc ou sur des véhicules. Voilà, c'est clairement ce qui est arrivé. Donc, ils étaient abattus automatiquement quelques mètres au-dessus des toits. Et je le répète, excusez-moi pour la répétition, mais c'est très important, ces drones de type civil modifiés en drones kamikazes avec visiblement du matériel américain n'a jamais franchi les lignes anti-aériennes russes de la région de Moscou. Ces drones ont décollé donc directement du centre-ville de Moscou. Ils ont simplement parcouru quelques centaines de mètres pour arriver. Donc effectivement, c'est une attaque qui a été organisée en interne dans le centre-ville par sûrement peut-être des agents ukrainiens ou peut-être des militants ukro-nazis, voilà, hein, comme ceux qui m'avaient attaqué au mois de septembre. Hein. Pour rappel, hein, j'avais été attaqué au couteau fin septembre par des militants ukro-nazis et organisé par plusieurs agents du SBU. Ça peut être le même type d'organisation pour cette attaque de drone. Attendons un petit peu quelques jours et nous aurons des renseignements beaucoup plus précis, mais je viens déjà de vous en donner pas mal. Première information, ce ne sont pas des drones qui viennent d'Ukraine, mais des drones qui ont décollé du centre-ville de Moscou, et ce sont des drones donc de type civil modifiés en drones
kamikazes qui ont été interceptés. On rappelle que dans votre, on va dire dans vos vidéos envoyées hier et réalisées bien sûr pour Afrique Média, on a eu un chef, on va dire un pro-russe militaire français, Sergueï, voilà, qui a affirmé que plusieurs Français sont prêts à rejoindre la Russie dans ce combat face à l'Ukraine, surtout au regard des dépenses effectuées par le président Emmanuel Macron dans cette guerre, alors que de l'autre côté en France, il y en a qui luttent pour le bien-être et malheureusement ils sont même violentés au point où les organisations responsables des droits de l'homme ont appelé la France à respecter les droits de l'homme. Qui l'eût cru, la France qui est pourtant un pays des droits de l'homme. Exactement. Vous avez lors de l'interview donc de ces deux Français, donc Sergueï Munier et à gauche Prince, qui est un ingénieur drone. Cette interview est saisissante. Quand vous écoutez, ces militaires vous expliquent que sur la ligne de front où ils combattent, ils ne sont pas attaqués par les armes que l'OTAN envoie à l'Ukraine. C'est-à-dire qu'ils sont encore attaqués avec des armes soviétiques, voilà, des armes assez anciennes. Mais par contre, ils nous précisent qu'ils retrouvent les armes de l'OTAN sur des attaques dans des centres-villes civils. Donc ils ne comprennent pas. D'ailleurs, moi-même, j'ai été très surpris de la réponse de ce jeune soldat qui me précise qu'effectivement, les armes de l'OTAN, il ne les reçoit pas sur lui ou sur ses collègues, mais il constate que ces armes de l'OTAN sont utilisées donc pour attaquer des centres-villes avec des civils, des femmes et des enfants. Bon. Là, nous avons vraiment donc un témoignage de soldats qui sont pratiquement tous les jours sur la ligne de front. Donc, c'est quand même une information qui est quand même extrêmement importante. Cela vient encore une fois confirmer tout le reste des reportages que j'ai pu effectuer et que les armes que donne la France ou l'argent qui est envoyé en Ukraine est principalement servi par l'armée ukrainienne pour attaquer et tuer des civils. Ce qui est extrêmement grave, et encore une fois, c'est une information qui visiblement, encore une fois, est cachée à la population française. Pourquoi ne pas montrer ces attaques dans le Donbass, qui, je le rappelle, depuis le début de cette guerre, on va dire officielle, comme je vous le rappelle, cette guerre n'a pas commencé il y a 1 an, mais il y a 8 ans dans le Donbass. Si cette guerre, comme ils disent, ces attaques sur le civil seraient menées par les Russes, donc les Russes tueraient leur propre population et leur propre terre qu'ils viennent d'annexer et récupérer, ce qui n'a aucun sens, elles ne sont absolument pas médiatisées. Pourquoi? S'ils en sont convaincus, médiatiser ces attaques, cela permettrait de montrer que la Russie sont bien des méchants et attaquent leur propre population. Bah non, les médias ne montrent strictement rien de ces attaques parce que tout simplement, si ces attaques étaient montrées, la population internationale se rendrait compte que les armes utilisées lors de ces attaques sur des civils sont des armes de l'OTAN, sont des armes principalement françaises, allemandes et américaines. Donc la population comprendrait tout de suite cette supercherie et comprendrait tout de suite que la Russie n'a jamais, ne tire absolument pas sur ses propres civilisations, sur ses propres militaires et sur son propre terrain. Mais voilà, encore une fois, on est dans la même ligne directive, on va dire, que mènent les médias français, c'est-à-dire de montrer un camp méchant et un camp très gentil. Pour cela, on ne montre que les attaques russes et on ne montre surtout aucune attaque ukrainienne. Une guerre, ça marche pas comme ça. Une guerre, il y a des combattants d'un côté, d'autres combattants de l'autre. Les deux se tirent dessus. Malheureusement, des deux côtés, parfois, il y a ce qu'on appelle des dommages collatéraux. Bien sûr qu'il y a des dommages collatéraux causés par la Russie, ce que d'ailleurs l'Occident s'empresse de montrer. Il y a aussi des dommages collatéraux que l'Ukraine commette. Et c'est à partir de là, on ne les montre pas, ces dommages collatéraux. Comme si l'Ukraine arrivait à faire la guerre sans toucher et tuer un seul civil. C'est non seulement militairement impossible, mais c'est surtout
clairement une ligne directive de manipulation médiatique envers sa propre population que de ne pas montrer ce qui se passe d'un côté et tout simplement montrer qu'un côté et pas l'autre. Moi, je le dis depuis le début, ça fait pratiquement 1 an que je suis ici. Je veux qu'on montre ce qui se passe des deux côtés. Je ne prône pas pour qu'on montre que ce qui se passe ici au Donbass. Non, il faut montrer des deux côtés, mais à peu près à part égale. Il faut que les deux côtés soient vus pour que la population puisse se faire sa propre opinion. Et ça, c'est extrêmement important. Vous, téléspectateurs, pour faire votre opinion, il vous faut à la fois des images de ce qui se passe du côté russe et des images de ce qui se passe du côté ukrainien. Et vous ferez votre propre avis. Le problème, c'est que cet avis est complètement biaisé, occulté. On vous cache une partie et on vous montre qu'une seule. Donc, les personnes, malheureusement, qui n'ont pas la capacité ou qui ne veulent pas faire leur propre recherche, croient bête comme âme ce qu'ils regardent et ce qu'on leur montre. C'est pour ça que j'invite vraiment les téléspectateurs à faire leur propre recherche, s'il vous plaît. À chaque fois qu'il se passe quelque chose et que vous avez des doutes et que vous n'avez pas d'image de l'autre côté, faites vos recherches par vous-même et vous aurez les réponses. Que ça soit une attaque russe ou une attaque ukrainienne, faites vos recherches sur Internet. Vous allez de toute façon tomber sur des informations et par la force des choses, vous allez pouvoir remettre les choses à sa place et comprendre à la réalité ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bizarre, pas bizarre, voilà. Ce qui est vraiment très, très, très important. Et ici, je terminerai dans le Donbass. Effectivement, on est prêt, ils sont prêts du côté russe à une peut-être contre-offensive ukrainienne. Croyez-moi, ils sont plus que prêts, mais personnellement, je ne crois pas vraiment que cette contre-offensive va avoir lieu. Je pense plutôt que c'est je dirais pas un coup de com', mais que c'est un petit peu pour valoriser l'armée ukrainienne, faire croire à la population internationale que l'Ukraine est prête, que l'Ukraine est forte et que l'Ukraine est en préparation. Sauf que cela, croyez-moi, moi je suis sur le terrain, cela est totalement faux. Les Ukrainiens sont épuisés, les Ukrainiens manquent de matériel, manquent de vivres. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de relèves qui ne peuvent pas être faits. Il y a des militaires qui sont dans des tranchées depuis des mois et des mois qui n'ont pas été relevés du côté ukrainien. Tout ça, ce sont des informations qu'on cache, mais que ce sont des informations que vous pouvez voir que si vous êtes sur le terrain. Et malheureusement, vous allez me dire comment je sais ça. J'ai côtoyé et je suis allé voir de nombreux prisonniers de guerre, que ce soit dans des prisons ou même des prisonniers qui venaient d'être arrêtés ou des prisonniers qui, par exemple, venaient de se rendre actuellement, où j'ai pu parler avec eux, et il y a des prisonniers qui se sont rendus parce qu'ils étaient épuisés. Il y a des prisonniers qui se sont dit, j'ai préféré me rendre que de me battre parce que j'ai faim, je suis fatigué et j'étais certain de mourir. Donc, ils ont préféré se rendre. Ça, c'est la réalité des combats. Ça, c'est la réalité des lignes de front. C'est ce qu'on ne vous montre pas, ce que les Occidents ne vous montrent surtout pas. C'est la réalité donc de la ligne de front, de ces militaires ukrainiens qui se rendent par épuisement ou par manque de matériel. Tout ça, malheureusement, c'est la réalité. Donc, quand vous avez cette réalité de la ligne de front et que vous regardez les infos actuellement, comme quoi l'Ukraine est en train de préparer une énorme contre-offensive, je suis obligé de vous le dire que c'est impossible. Par rapport à ce qu'il se passe sur la ligne de front et sur le front, il est impossible qu'une telle offensive, contre-offensive est en train d'être organisée alors que certains militaires ukrainiens sont en train de mourir de froid et de mourir de faim dans les tranchées et ne peuvent même pas être remplacés sur les postes qu'ils occupent. Donc, au bout d'un moment, il faut être réaliste. Il y a certains généraux en France qui sont au courant, des généraux militaires ou internationaux, ils sont au courant de cela. On les entend plus ou moins sur BFM en parler, etc. Ils le savent. Ils savent très bien de quoi je parle actuellement, de ces relèves qui n'ont pas lieu du côté ukrainien. Et cela est extrêmement dangereux. Et encore une fois, c'est des informations qu'on ne développe pas trop, mais c'est une information qui est réelle. Et cette information de ce manque de relève, de ce manque
comment dire, de changement de matériel, etc., montre une seule chose, c'est que la ligne de front ukrainienne est en train de survivre. Elle ne vit pas, elle est en train de survivre. Donc vous ne pouvez pas entamer une énorme attaque alors que les militaires qui sont sur le front actuellement sont en train de survivre, voire pour certains et malheureusement d'agoniser. Adrien Bocquet, les standards sont ouverts alors que nous avons déjà un téléspectateur en ligne. Bonsoir à vous, cher monsieur. Bonsoir, madame. Merci beaucoup de m'avoir pris. Vous savez, il y a longtemps que je suis Afrique Média. Tout ce qui se dit là-bas est plus vérité. C'est la vérité crue. Et vous savez, les Occidentaux, ils n'aiment pas la vérité. Tout ce qui est vrai, ils n'aiment pas. Je vais parler par exemple de ce coup qui vient de passer hier ou avant-hier. L'idée de vouloir tuer Poutine vient des États-Unis. Les Européens, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Voilà, ils sont zéro. On les considère pour rien. Alors, je suis vraiment déçu des Européens. Je n'ai pas dit mon nom, c'est vrai, c'est M. Georges Oulaye, je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis d'un certain âge. J'aime tout ce qui est vérité. Je vous encourage de rester sur cette ligne. Et je veux profiter aussi pour dire à la France que quand on négocie une affaire de gagnant-gagnant, on ne met pas affaire de djihadistes ou bien, je ne sais pas, des gens pour pouvoir aller déstabiliser les pays. Ce n'est pas nécessaire. La France se fait haïr davantage parce que nous, les Noirs, quand on rejette quelqu'un, on l'a rejeté pour toujours. Qu'ils le sachent, qu'ils prennent la position de négociation, on va aller pour le mieux. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais tout ce qu'ils font vient de Biden, des États-Unis. Pour eux, tout ce qui est américain, c'est beau. Or, tout ce qui est américain, Satan. C'est juste ce que je voulais dire. Je vous remercie. Remercions également, cher monsieur, en appelant depuis donc la Côte d'Ivoire. Les standards ils sont ouverts. Vous pouvez participer à cette émission concernant la tentative d'assassinat de Vladimir Poutine, qui accuse bien sûr les États-Unis et l'Ukraine. Ces derniers font également les efforts de nier toute implication de leur État à travers ces deux drones qui ont donc été mis hors d'état de service la nuit dernière, alors que ces drones s'apprêtaient à faire des dégâts du côté du Kremlin. Alors, Charlie Kenny, on revient vers vous. On me fait savoir qu'il n'est pas là. Gamal Abina. En attendant, on va d'abord prendre cet appel. Bonsoir à vous, cher monsieur. Allô, bonsoir. Bonsoir madame. Donc je disais que pourquoi Donetski ne rentre pas? Oui, allô, bonsoir. Nous disons que puisque Donetski est en Finlande là-bas et que c'est pas eux qui ont organisé l'attaque, pourquoi il ne rentre pas? Baissez le volume de votre poste récepteur afin qu'on puisse véritablement suivre ce que vous avez à donner. Oui, c'est déjà fait madame. Donc nous disons que Monsieur Kenny Kenny, normalement, nous voulons qu'il puisse nous aider par rapport à Podassi qui est au Burkina Faso, qui est arrêté depuis. Parce que franchement, nous attendons d'eux, les Balakani et Batan Tatinda, de pouvoir amener, je ne sais pas comment je vais dire, la diplomatie ou bien de trouver des moyens de savoir réellement ce qui se passe au Burkina Faso par rapport à notre frère Podassi. Maintenant, je reviens par rapport à Donetski qui se retrouve en Finlande de l'autre côté là-bas, qu'on lui refuse de rentrer pour le moment parce que l'affaire est chaude, puisqu'il ne s'accuse de rien. Pourquoi on ne peut pas rentrer chez lui? Pourquoi rester hors de chez lui? Parce que cette affaire-là, ce que nous voyons sous nos yeux là, c'est une affaire très grave.
C'est une affaire très grave et Zelensky doit rentrer pour répondre de ses actes. Parce que ça, là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir. C'est de liaison avec ce téléspectateur qui nous appelait donc du Gabon, alors qu'on va continuer. On attend encore quelques appels et on va donc arrêter directement. Gamal Abina, on reste avec vous. On tentait de vous poser la question tout à l'heure concernant justement Vladimir Zelensky, le président ukrainien qui pendant son déplacement à La Haye au siège de la Cour pénale internationale qui a d'ailleurs émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, qui a donc appelé à la création d'un tribunal spécial pour punir le crime d'agression russe. Il a d'ailleurs parlé du début du mal. Il a également affirmé, Volodymyr Zelensky, que l'Ukraine réaliste ne s'attendait pas à entrer dans l'OTAN tant que le conflit continuerait donc à faire rage, tout en pressant ses alliés occidentaux de poursuivre le plus rapidement possible la livraison des armes à Gamal Abina. Il y a deux choses. La première, pour revenir à l'histoire de la tentative d'attentat, j'allais dire simplement que cette tentative d'attentat, si elle est réellement attribuable à la partie ukrainienne, c'est un échec total. Ça a démontré immédiatement que les défenses russes sont parfaitement opérationnelles. Et j'aimerais envie de dire que ça démontre simplement la puissance russe par rapport à ce genre de tentative désespérée. Donc je suis même pas certain, finalement, que ça ne profite pas aux Russes. Concernant Zelensky, bon, vous savez tous que c'est un acteur, un peu ridicule d'ailleurs, qui ne comprend rien à la politique et qui ne comprend encore moins les rapports militaires qui s'affrontent, qui ne connaît pas la durée de formation d'un militaire, qui ne connaît pas la durée de connaissance des équipements militaires, ni même la qualité. Donc c'est quelqu'un qui est très limité, mais qui par contre passe son temps à mendier auprès de l'Occident des armes ou des attaques directes ou indirectes. Donc ça, c'est les réalités. Ensuite, lorsqu'il parle d'un tribunal international, il faut être un peu sérieux. Je veux dire, George Bush, criminel de guerre, n'a toujours pas été poursuivi pour ces crimes qui ont été largement documentés, parce que c'est une question de rapport de force. L'Amérique est aussi puissante que la Russie, et donc les chefs d'État qui tiennent ces pays-là ne seront jamais poursuivis dans aucune cour internationale. On attaque que les petits là-dedans. On ne poursuit que les gens qui n'ont pas les moyens de se défendre, pas les surpuissants comme les Russes ou les Américains. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, on sent bien que dans le désespoir dans lequel il est tombé, parce qu'il se rend quand même compte, évidemment, que ces annonces permanentes d'1 million d'hommes, de contre-offensives, de matériel militaire, ça se réduit à quoi? 350 chars potentiellement livrés à l'Ukraine, qui auront une durée de vie de quoi? De 2 semaines. C'est pas très sérieux. Une fois qu'on a perdu le ciel, on a tout perdu. Donc Zelensky fait de tout bois, dans le but, effectivement, d'obtenir un soutien renforcé. Il ne le tiendra pas, mais aujourd'hui, maintenant, on se rend bien compte aussi que ce sont des rapports de force qui sont en train de se mettre en place dans le but, par la suite, d'une négociation directe ou indirecte avec les Russes. Je rappelle que Zelensky a appelé Xi Jinping, qui avait proposé le 22 février dernier sa médiation qui a été immédiatement écartée d'un revers de la main par les États-Unis, et les Russes les Chinois ont démontré, ils ont dit que c'était pas sérieux. C'est ce qu'avaient dit les Américains sur les Chinois, et donc les Chinois ont démontré que leur sérieux en faisant en sorte de rapprocher 2 points de vue diamétralement antagonistes de 40 ans de conflit, de 44 ans pour être précis, de conflit direct entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, eh bien c'est les Chinois qui ont obtenu que la paix se fasse. Donc les Chinois sont plus au sérieux par Zelensky aujourd'hui. Zelensky a besoin de médiateurs objectifs qui n'a pas alimenté la guerre. Les Chinois n'ont donné d'armes ni à l'Ukraine ni à la Russie, et surtout qui proposent de ramener un petit peu de paix et de sérénité dans ce conflit qui aurait pu être, comme j'ai dit depuis le début, négocié. Ayons toujours à l'esprit que les populations civiles ukrainiennes souffrent de cette guerre et qu'elles ne méritaient pas cela. C'est important de le rappeler, parce qu'on peut ne pas aimer les Russes ou l'OTAN, c'est très bien, on peut les aimer, c'est pas la question, mais on doit toujours avoir à cœur le fait que les populations sont bombardées quotidiennement, qu'elles soient d'ailleurs ukrainiennes ou russophones, ça ne change rien. Ce sont les civils qui n'ont rien demandé à personne. Et si on avait fait un référendum pour savoir les Ukrainiens, qu'ils soient russophones ou otanesques, proposaient de ne pas avoir de guerre, ils auraient tous fait un référendum en disant à 99% non, nous ne voulons pas de guerre. Donc c'est des choses qu'il faut jamais perdre de vue. C'est-à-dire que dans l'émotion, une attaque sur le Kremlin qui est un échec total et qui a ridiculisé sa taille d'ailleurs, avec des moyens ridicules et complètement insignifiants, qui n'auraient eu aucun impact même s'il avait réussi à atteindre l'objectif. C'était quoi? Le tour du Kremlin qui aurait été abîmé. Ça n'aurait pas été bien loin. Mais par contre, ça démontre deux choses. C'est qu'il y a un désespoir d'un côté, il y a une force surdimensionnée de l'autre, et que les Ukrainiens, en désespoir de cause, qui vont tenter une petite attaque, peut-être d'ici le début, enfin la fin du printemps,
peut-être vont-ils essayer cela, mais ont déjà demandé aux Chinois de négocier avec les Russes. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Espérons tous que cette guerre s'arrête rapidement, parce que quand on dit tout le temps un mort, c'est un mort de trop, et là il y en a beaucoup des morts de trop. Ok, pour la dernière intervention dans cette émission dédiée bien sûr à la tentative d'assassinat de Vladimir Poutine. Alors Adrien Bouquet, que faut-il retenir au sortir de cette émission? Vous qui avez affirmé que bien sûr ces drones ont été envoyés depuis Moscou au regard de ce qui s'est produit la nuit dernière. Bien sûr. Donc pour être objectif, les informations qu'il faut absolument retenir ce soir, c'est que aucun drone a franchi les lignes antiaériennes moscovites, donc de Moscou ou russe. Ça, c'est la première information. Deuxième information, les drones qui ont été utilisés contre le Kremlin sont des drones de type civil modifiés en drones kamikaze avec des explosifs dessus et du matériel américain de téléguidage et infrarouge. Ça, c'est la deuxième information. Troisième information, je peux également donc vous confirmer que ces drones ont pris leur envol du centre de Moscou à quelques centaines de mètres vraisemblablement du Kremlin. Comme je l'ai précisé, il a pu être mis en vol d'un appartement, sortir d'une fenêtre et partir. Ces drones n'ont pas dépassé 60 mètres d'altitude et ils n'ont volé pas plus de 2 minutes de temps de vol additionnel sur la totalité. Et en fait, ils ont été mis en vol dans l'une des rues de Moscou. Ça, on le saura d'ici quelques jours. Et ils se sont mis, je pense, à peu près à une trentaine de mètres d'altitude et sont allés tout droit vers le Kremlin. Sauf que sur les toits du Kremlin, il y a donc ce qu'on appelle des défenses de proximité et non pas aériennes. Je vous explique ce que c'est. Ce sont donc des mitrailleuses automatisées qui sont mises sur les toits et qui se déclenchent et qui d'ailleurs ont très très bien marché, car ils se sont déclenchés automatiquement et donc ont abattu ces deux drones bourrés d'explosifs à plusieurs mètres des toits du Kremlin. Ces systèmes de protection rapprochée, je le précise, ce sont des systèmes qu'on peut adapter à des camions, à mettre sur une place dans un aéroport. Voilà, ce sont des petits systèmes qui sont faits justement pour abattre des drones, des hélicoptères aussi. Vous savez, des hélicoptères qui viendraient donc en approche, par exemple sur un toit pour descendre des hommes. Ça permettrait donc d'abattre cet hélicoptère. Par exemple, c'est un exemple que je vous donne, ou bien sûr bien autre chose qui peuvent être bien plus graves, comme ces petits drones kamikazes qui ont été donc abattus avant. Donc je pense que c'est surtout ces trois informations-là qu'il faut retenir. Ces drones n'ont jamais franchi l'espace aérien moscovite. Ils ont été mis en l'air du centre-ville de Moscou. Ils n'ont pas dépassé 60 mètres d'altitude et 2 minutes de vol. Et les défenses donc de rapprochement qui avaient été qui, je pense, sont toujours mis sur les toits du Kremlin, ont marché à la perfection. Cela montre également aussi la force des défenses russes. Comme je le répète, les Occidentaux s'empressent de dire, regardez, et font semblant, je vous le dis clairement, font semblant que des drones seraient arrivés d'Ukraine, auraient franchi la frontière, toutes les autres villes entre la frontière et Moscou, et ont réussi à passer donc toute la banlieue de Moscou sans aucun problème et arriver au Kremlin. C'est strictement impossible. Je vous le dis clairement, c'est impossible. Je sais les systèmes qui sont mis en place au niveau de Moscou. Allez, il y aurait
98% de chances de ne pas y arriver. Donc il y aurait ces 2% de chances d'y arriver, ce qui est extrêmement peu probable. Mais comme je vous l'ai dit, ce sont des drones de type civil qui ont été modifiés en drones kamikazes et qui ont été donc mis en l'air, mis en vol du centre-ville de Moscou. Donc faire très attention à cette information parce que entre des drones qui auraient réussi à franchir donc les barrages antiaériennes moscovites et en réalité ce sont des simples petits drones civils qui ont été mis en vol dans le centre-ville, il y a une énorme différence d'information. Donc s'il vous plaît, chers téléspectateurs, ne vous faites pas avoir, comprenez bien ce que je viens de vous dire, ce sont des petits drones civils qui ont été mis en vol, et comprenez-le que ce genre d'action, malheureusement, peut avoir lieu n'importe quand, n'importe où. C'est-à-dire que cette journée du 9 mai qui arrive, qui va être ultra sécurisée, je rappelle que dans pratiquement toute la ville de Moscou, il est interdit d'avoir un drone, même civil, même un petit jouet, etc. C'est totalement interdit, mais on n'est pas à l'abri qu'au 6e étage, quelqu'un mette un drone dans son appartement et le fasse sortir, vous avez compris, de son appartement, et le fasse partir en quelques secondes. Dans ces cas-là, à part des systèmes de défense, comme vous l'avez vu sur les toits du Kremlin, il n'y aurait que ces systèmes-là qui seraient en capacité donc d'arrêter ces drones, ou bien sûr des soldats armés ou des camions avec des antennes spécialisées, ce qui d'ailleurs va être fait, je vous le rassure, hein, pour la journée du 9 mai, pardon, excusez-moi. Il y a des véhicules spécialisés qui sont là pour brouiller en fait tous les signaux autour du Kremlin. Donc là, ce qui vient d'arriver ne pourra pas arriver parce que justement, il y aura ces camions un petit peu partout dans. Merci donc à vous, Adrien Bocquet. Afrique Média, le monde, c'est nous.